tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le 11e d'ailleurs si je ne me trompe pas, là, on est de retour dans une période presque directe en fait. Là, on reprend notre horaire normal comme vous, ceux qui nous écoutent là, depuis 2 épisodes, savez qu'on avait planifié un petit peu là, avec Gab qui était en période d'études assez énorme pour un examen de certification bien connu. Qui est terminé. Donc, on est de retour maintenant à notre classique d'enregistrement du lundi soir. Donc bien content, en espérant que certains avaient mis des commentaires ou avaient envoyé des courriels ou avaient envoyé Ce des ondes n'est pas le positives cas à Gab, malheureusement. qui a quand même passé au travers de cette épreuve-là. Toujours ce magnifique dans le monde de la finance. Certains vont savoir exactement de quoi je parle. Quand on atteint le troisième, ça reste un exploit. Donc, salutations Gab à nouveau, je te l'ai déjà partagé, mais c'est important de le mettre formellement et de faire un suivi là-dessus dans le cadre de notre projet podcast. Mais on vous fait aujourd'hui un épisode assez intéressant. Là, on parle en premier lieu d'un place au débat qui est un petit peu teinté là, de ceux qui savent également. Je fais une maîtrise à temps partiel présentement et c'était un sujet que j'avais dans mon cours tout récent et j'avoue que je ne dors plus depuis quelques jours à penser à ce monde-là. Donc soyez prêts, ça va être assez bon. Et en deuxième partie, on fait un haut son de la cloche. Là. On revient sur un IPO qui va être prochain. C'est un genre d'épisode que vous aimiez beaucoup, je pense, lorsqu'on parlait d'IPO. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le contexte et on en parlera. Là, le contexte économique et financier a limité l'intérêt de certaines compagnies de se lancer public, mais il y en a un qui s'en vient, intéressant d'en parler quand même également. Avant toute chose, étant donné qu'on va faire un peu d'opinion et un peu de discussion de marché, je te laisse, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode. Ouais, merci pour ton petit commentaire JP. Ouais, bah, n'oubliez pas évidemment pour la partie, surtout celle qui va concerner celle dont on va parler sur le IPO. Tout ce qu'on dit dans le podcast État financier, c'est que notre opinion personnelle, évidemment, c'est pas une recommandation officielle de placement. Vous êtes bien au courant, chers auditeurs. Euh, on vous invite toujours à prendre contact avec un conseiller financier. Quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations, lui seul ou elle seule, sera en mesure de déterminer avec vous si c'est la meilleure option disponible pour votre profil d'investisseur. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, je suis bien content qu'on reparle d'un sujet sur les IPO parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps. Et effectivement, il était quand même pas mal en haut de la bucket list là, qu'on avait écrit. Pardon pour l'anglicisme. Puis je pense qu'on est prêt à lancer le premier jingle. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Exact. Puis tu sais, je pense aussi un des points pour le place au débat qu'on va amorcer sous peu, là, le volet opinion est à noter. Là, on sait qu'on a fait des places au débat dans les derniers épisodes là, qui avaient élevé les passions. Donc on parle d'un sujet qui va élever les passions, à la fois les nôtres, Gab et moi, parce qu'on n'a peut-être pas la même perspective sur ce qu'on va vouloir discuter. Mais également, clairement, les vôtres, là, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur les prochaines années, les prochaines décennies, les prochaines centuries. J'exagère à peine. Prochain millénaire, Mais des bref. siècles, Ouais, quand même, je vais là. m'arrêter là parce que sinon je vais déjà m'enflammer. Là, mais sachez effectivement, là, soyez courtois au niveau des opinions. Là, c'est un sujet qui est très fascinant, mais partagez votre opinion de manière courtoise. C'est important dans les zones commentaires. Mais oui, effectivement, passons au premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc, on en avait abordé une petite affaire lorsqu'on avait parlé de ChatGPT, là, mais on veut un petit peu faire, en bon anglais, 2 steps en arrière et parler de l'impact de l'IA sur le marché du travail. Le débat est existant depuis toujours. Le contexte réel, j'ai quelques statistiques que je pourrais vous partager, mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui s'en vient au niveau de l'impact de l'IA sur le marché du travail, sur les industries qui vont être affectées, sur le fait que ben, les humains ne peuvent pas non plus juste être sur Terre à ne pas pouvoir rien faire dans le contexte capitaliste que l'on connaît. Là. Donc c'est quand même assez fascinant de voir, bon ben oui, on a quand même une évidence maintenant à l'aide des chat GPT de ce monde, etc. Là, toute forme d'AI ont été rendues plus disponibles sur des bases publiques. Ça a amené une énorme réalisation pour le commun des mortels, si on peut dire, là, que oui, ça avance beaucoup plus vite qu'on le pensait. Moi, c'est même moi, là, je travaille dans le data, puis la réalité de l'accès, de l'avancement et même des sorties publiques de certains grands penseurs du monde des technologies, mais également des grands penseurs des hommes d'affaires, de dire, ben écoute, on a peut-être à mettre un frein un peu là-dessus parce qu'on va un petit peu au-delà de notre capacité à pouvoir faire une transition adéquate de la société. Je pense que c'est pertinent. Je partage quelques stats. Depuis 2000, ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a à peu près 1,7 million d'emplois qui ont été perdus ou remplacés par des systèmes d'automatisation ou des robots ou par peut-être le plus grand monde de l'IA. En contrepartie, il est prévu que ça devrait créer d'ici à 2025 97 millions de nouveaux emplois. Donc, on a perdu à peu près 2 millions depuis 2000.
devrait en créer 97 millions d'ici 2025. Donc, les stats, c'est des estimés, bien évidemment, pour la partie jusqu'en 2025, mais ça montre quand même que c'est pas tout gris nécessairement au niveau de ce qui se passe. Si on regarde sur la même période, je veux quand même être honnête à 100%, là, on parle quand même de peut-être d'ici 2025, 85 millions d'emplois qui seraient remplacés pour 97 millions qui seraient créés. Donc, on a un plus 12 millions là, lié à une ère post-automatisation en 2025. 2025 reste très court terme. C'est sûr que certains vont me dire assez vite, tu nous parles de dans 2 ans, là, ça va être quoi dans 15, dans 20, dans 30, etc. Là, je parlais littéralement de toutes les périodes historiques possibles dans le futur jusqu'à des millénaires préalablement au début du segment. C'est sûr qu'il y a un doute là-dessus. Là. On ne peut pas voir où est la limite. Il y a tellement une courbe de croissance et d'amélioration au niveau de l'IA qui est énorme qu'on ne peut pas nécessairement savoir. Par contre, moi, ma position là-dessus, dans le fameux place au débat, là, c'est le fait que je ne suis pas quelqu'un qui croit que ça va être un remplacement des humains par des machines et qu'on va donc se retrouver avec une perte nette d'emploi globale sur la planète Terre dans toutes les industries. Ma vision à moi, par contre, c'est que ce qui va être, en bon anglais, enabled, ce qui va être mis en disposition ou mis en place par l'IA et par les nouvelles technologies, va entraîner d'autres besoins, d'autres types d'emplois qui vont justement impliquer là, que les humains vont pouvoir continuer à travailler, mais de manière très différente. Donc, les emplois qui étaient redondants, qui étaient basés sur des activités qui étaient récurrentes, qui peuvent être automatisées facilement, la capacité humaine et le cerveau humain va pouvoir être utilisé à d'autres fins dans le cycle qui va être développé une fois que l'automatisation va être mise en place. Donc, je suis quelqu'un qui pense beaucoup qu'il va y avoir une certaine plaque tournante, il va y avoir un changement dans le contexte du marché du travail, mais clairement que le besoin de l'humain va rester primordial. Et même, je vois le contexte de dire, si des tâches qui étaient présentement limitées par la capacité humaine sont maintenant faites par des machines, l'output va être plus grand. Donc, s'il y a un output plus grand, c'est sûr si on a plus de production qui va se faire, indirectement, on va quand même avoir besoin d'humains qui vont être présents là-dedans. Donc, ça, c'est ma vision. Je sais, Gab, tu vas probablement avoir une position là-dessus, là, mais le point, je pense, qui est important à mentionner, c'est cette vision-là que j'ai implique un énorme changement au niveau de la formation, puis au niveau de quand est-ce qu'on va mettre le pied à terre, de dire, OK, oui, maintenant, les personnes qui sont dans des emplois récurrents, par exemple, dans des manufactures, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir upskiller ces personnes-là vers des emplois, par exemple, liés à du monitoring ou du brainstorm lié aux technologies dans l'industrie, par exemple, qu'ils contrôlent. Ils connaissent bien leur industrie lorsque tu fais les tâches directement dans une chaîne de production de véhicules. Mais qu'est-ce que tu fais pour upskiller ces personnes-là? Et qu'est-ce que tu fais également pour que les personnes qui sont sur des bancs d'école maintenant, qui commencent le primaire, par exemple, si on parle du système canadien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer que maintenant, lorsqu'ils vont arriver à l'université, ils vont avoir un éventail d'emplois qui va être adéquat et requis dans la société 2.0 post-automatisation où l'IA est vraiment primordiale dans plusieurs centaines de milliers d'emplois? C'est plus ça qui m'inquiète. Je crois vraiment que l'IA enable la capacité d'avoir autant d'emplois, sinon plus, et qu'on va juste continuer d'avoir une stabilité là-dessus, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'on fait pour restructurer. Puis je mets un point, puis je te laisse aller, Gab, là-dessus. Rappelez-vous la période de la révolution industrielle en Angleterre à l'époque. Ce qui est arrivé dans la révolution industrielle, tout le monde mentionnait, OK, la vapeur, ça va faire tout sauter maintenant, il va y avoir plein d'emplois qui vont être perdus, mais au final, on s'en porte très bien. Donc, il y a eu une redéfinition clairement de la base, mais je veux dire, au final, ça a continué peut-être un développement. Donc, c'est juste une autre révolution que je vois. Il faut qu'on s'y ajuste, ça va impliquer des défis, mais clairement, moi, je vois pas de changement, que ça va juste propulser à un autre niveau le marché de l'emploi. Ouais, ben, je partage en fait ton dernier point, effectivement, puis je trouvais ça très pertinent que tu aies rajouté une comparaison avec la révolution industrielle, parce que là, encore une fois, c'est mon opinion. Là, j'essaye vraiment de distinguer, en tout cas, les opinions des autres, puis les opinions de moi, puis peut-être aussi les faits là, dans ce segment. Puis je pense que c'est quelque chose, c'est une attitude intellectuelle qui est importante, là, mais moi, mon opinion, en fait, c'est ça, c'est que oui, les usages, effectivement, vont transformer, le fait que l'IA va accélérer, effectivement, des transitions qui étaient déjà établies, mais pour autant, ça n'a pas changé véritablement. Tu as donné, par contre, un contre-exemple que je trouvais assez intéressant. C'était celui, en fait, de la manufacture, en fait, de précision, comme par exemple avec les automobiles. Typiquement, de ce genre d'industrie, moi, je vois plutôt, effectivement, une augmentation de la productivité. Ça va permettre peut-être, je sais pas, de créer des commandes dynamiques ou d'avoir des logiciels qui permettent de traiter les erreurs, par exemple, de manière prédictive. Mais je vois pas pour autant une accélération de l'automatisation parce qu'elle est déjà, en fait, dans le cas. La plupart des industries aujourd'hui fonctionnent avec des lignes d'assemblage toutes faites, notamment
en tout cas pour les biens de consommation courante, surtout les biens manufacturés de base, hein. Tout est fait, si tu veux, pour aller optimiser la production, la cadence, et pour l'optimisation aussi des coûts, hein. Donc, je pense pas que c'est là où ça va transformer. Là où ça va transformer, par contre, et là, c'est là où je trouve assez intéressant, c'est tout ce qu'on pourrait appeler en fait les fameux bullshit jobs, là, qui est un peu quelque chose un concept qui monte de plus en plus en fait depuis les 10 dernières années, hein, qui est le concept de ces emplois en fait qui sont payés à pas faire trop savoir quoi, donc notamment organiser par exemple des réunions. On voit pas mal de memes en tout cas sur Internet, et je pense que tous ces jobs-là sont voués en fait plutôt à disparaître avec l'arrivée de l'AI, hein, parce que comme tu l'as dit, bah, moi je vois maintenant très bien en fait ChatGPT déjà être capable de pouvoir générer effectivement des formules de code. Même par exemple, j'étais bluffé là, moi dans mon travail, comme tu le sais, on utilise pas mal de données, etc. Puis on fait des calculs, on va dire, pour calculer en fait des valeurs bah, de compagnie là, mais et ben, ChatGPT est capable de te donner des réponses tout à fait pertinentes, tu vois. Je te donne un exemple là, mais il m'est arrivé l'autre jour pour la blague de dire, bah, tu sais, calcule-moi le coût moyen pondéré du capital, ou WACC en anglais, hein, de Facebook, par exemple, ou donc en l'occurrence Meta. Et il m'a sorti un estimé que je trouvais très cohérent, avec une explication évidemment rationnelle. Et je pense qu'effectivement, ça va accélérer le travail par exemple, de consultants, par exemple, d'employés comme ça, plus de bureaux. Mais pour autant, ça va pas, comment dire, remplacer, tu vois, l'esprit humain derrière, en fait, la création intellectuelle, puis plus la présentation de manière intelligible, effectivement, de l'information qu'on peut trouver sur Internet ou sur diverses sources d'estimation, etc., ou des sources de données professionnelles. Donc, encore une fois, moi, je le vois plus comme une optimisation, si tu veux, d'une tendance qui est déjà là, qui est effectivement, bah, pour les biens, une accélération, puis de l'autre côté, pour les emplois qui peuvent être substituables facilement, bah, effectivement, une accélération de la pratique de l'intelligence artificielle dans ces données, dans ces secteurs-là. Et pour apporter peut-être un petit point, là, j'avais retrouvé, il n'était pas dans tes notes, là, mais entre-temps, je l'avais retrouvé, là, mais j'ai vu une étude en fait qui avait été publiée par une firme bah, qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de McKinsey, qui nous avait en fait un peu la même chose en termes de projection. Par exemple, qu'est-ce qui va augmenter en termes de nombre d'employés, donc la fameuse workforce en anglais. Puis de l'autre côté, le pourcentage des tâches qui seront automatisées. Et tu vois, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est par exemple tout ce qui est des métiers de technologie, on voit effectivement non seulement accroître, mais croître de manière de plus en plus importante, de manière automatisée en fait. Donc c'est assez intéressant. Puis tous les business, par exemple au niveau du droit ou des affaires, c'est ce qui serait en termes de pourcentage ayant la plus grosse croissance en termes de nombre d'employés, mais en même temps une accélération de la pénétration de l'intelligence artificielle. Alors que certains services, notamment tout ce qui est restauration par exemple, même agriculture, au niveau des transports, eh ben, l'automatisation serait peut-être un peu moins présente, malgré que dans l'automatisation, puis toi qui es un fan de transport JP intelligent, notamment de Elon Musk et de Tesla, on voit que ce genre de technologie a vraiment une vraie pertinence aussi à des usages industriels ou à des usages, tu vois, par exemple, euh, de, bah, de, de logiciels qui permettent de faire de la conduite automatisée, par exemple. Ah, exact. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a certaines tranches d'industrie qui existent déjà, que c'est pas nécessairement pénétrable par l'IA du tout. Tu sais, on peut parler du monde bon, on en avait parlé avec Hollywood il y a pas si longtemps, mais ça reste que la qualité, par exemple, pour les écrivains, pour les éditeurs, etc., la capacité de correction également est très forte par l'IA. Mais est-ce que ça peut être à 100% sans que quelqu'un peut quand même faire un monitoring de ce qui est fait malgré une augmentation de l'output? Compliqué. Tu l'as dit, je veux dire, plusieurs trucs qui sont liés à des services pour les humains, ben, la machine ne peut pas nécessairement le remplacer. Les psychologues, C'est vrai. c'est faisable, mais c'est la base d'une Tous relation de les médecins, plus psychologie. Les généralement. médecins également, mais tu sais, c'est la proximité et la compréhension d'un cas par cas avec la complexité d'un humain. Ça peut pas être remplacé par l'IA maintenant, ça peut être bonifié par l'IA, je dis pas le contraire. L'expérience chez un psychologue peut être améliorée par l'IA, mais ça reste que la relation avec le psychologue est présente. Puis si on a vu quelque chose qui a énormément augmenté dans la complexité du monde actuel, et la complexité du monde actuel qui nécessite davantage de présence chez les psychologues et chez les médecins vient en partie justement de l'avènement des nouvelles technologies et de l'IA. Là. La redéfinition de la société a entraîné beaucoup de stress chez les personnes, donc c'est des industries qui vont continuer à exister.
Des professionnels dans le management, oui, peut-être qu'il y a certains échelons qui n'auront plus un même niveau de nécessité. Par contre, ça reste que s'il y a des humains qui monitorent la machine, mais il faut qu'il y ait des humains qui monitorent les humains pareil. Ça reste ça et ça a toujours été ça. Donc, il y a quand même des industries qui n'ont jamais été réellement pénétrées, qui vont toujours pas l'être présentement. Je pense qu'il est important également à soulever, c'est, je le mentionnais, là, au-delà du contexte, c'est qu'est-ce qui se passe déjà maintenant dans la majorité des pays pour assurer que ben, la jeunesse va être mise dans une position qui va assurer que, bon, on va pas avoir plein de personnes qui vont sortir d'écoles supérieures avec des diplômes dans des emplois qui sont remplaçables. Et une des grandes forces, c'est le cas entre autres au Québec. Il y a une amélioration quand même beaucoup de la robotique. Je ne vais pas embarquer sur un débat sur le système d'éducation au Québec. Je passe au travers et je pourrais dire beaucoup de défauts. Il y a des forces, mais beaucoup de défauts également. On en riait avec Gab à l'époque lorsqu'on était coloc à l'université en comparant avec le système français. C'est un peu le jour et la nuit, ce qui est un petit peu triste. Il y a des forces et des faiblesses dans le système français aussi. Je Oui, n'encourage pas j'allais le te le système dire. français. Hein, Mais ça reste que c'est deux cheminements qui, quand même, dans un contexte où on veut avoir des personnes qui ont une polyvalence, d'être capable de s'ajouter dans une société qui a une transition digitale. Je pense quand même qu'un système comme celui français est peut-être mieux outillé pour que les élèves qui sortent soient capables de pivoter. Je pense qu'au Québec, on devient très spécialisé rapidement et on se retrouve un petit peu avec un problème de changer de field en bon anglais. Ce que j'aime par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles dès le début qui mettent en place de la robotique. Avant, on avait le choix de faire du sport ou d'apprendre une langue. Maintenant, tu peux faire de la robotique et on sait que la capacité du cerveau humain d'apprendre rapidement la robotique, ça t'ouvre les portes après ça sur n'importe quelle forme liée à l'IA. Parce que la robotique, oui, OK, au début, tu fais des petits robots, puis tu fais des compétitions, aller cracher contre d'autres petits robots. Pas super pertinent, mais ça reste que ça ouvre l'horizon de moi quand j'avais 5-6 ans, que je jouais dans le cours de récré, que j'essayais de barouetter un peu d'espagnol ou d'aller jouer au basket. C'était à peu près ça. Donc je me dis, je pense qu'au moins le système d'éducation semble suivre. Maintenant, au-delà du système d'éducation qui permet aux jeunes de pouvoir se développer et d'avoir une capacité de pivoter dans un monde digital ou un monde beaucoup plus automatisé, je pense qu'il faut être conscient aussi maintenant de qu'est-ce qu'on fait avec la workforce mature. Ce qu'on fait avec les emplois présentement qui ont besoin d'avoir des nouveaux trainings. C'est beau, la jeunesse s'en vient avec des nouvelles capacités puis une amélioration de la compréhension Ça digitale. fait comme si, c'est comme si on avait 80 ans, là, comme on parle, là, mais C'est c'est triste, beau, mais la c'est un peu ça. jeunesse. Je veux dire, on regarde lorsqu'on est au travail, on regarde autour de nous, puis je travaille en data, C'est puis je regarde vrai. autour de moi, il y a des personnes qui ont encore une fois de la misère à comprendre c'est quoi la différence entre Edge puis Google Chrome, tu sais. Fait que je me dis, il y a quand même ce point-là qui dit il y a beaucoup de travail à faire avec des personnes qui maintenant ne peuvent pas dire, OK, ben désolé, on n'a pas un programme de training qui est efficace, ta retraite, au lieu de la prendre à 65 ans, tu vas la prendre maintenant parce qu'on ne peut plus rien faire. Il y a aussi ça beaucoup. Donc, je pense qu'il y a énormément de travail dans la société qui doit être fait. Qui doit prendre la responsabilité? Quand est-ce que le débat doit avoir lieu? Est-ce que c'est fait juste sur... à quelle échelle c'est fait? Est-ce que c'est fait au municipal, si c'est fait au provincial, si c'est fait au fédéral, si on parle du système canadien? Je pense qu'il y a beaucoup de débats, puis on n'en parle pas beaucoup, je trouve, de ça, alors que moi, une des réalisations que j'ai eues cette année, c'est vraiment, mais ça s'en vient beaucoup plus vite. 2024-2025, les prochaines élections dans la majorité des pays qui nous touchent présentement vont être impactées avec une réalité sociale qui va changer drastiquement. L'IA ne va pas arrêter du jour au lendemain. Donc, qui va prendre cette responsabilité-là de dire on s'assure que le système d'éducation forme la jeunesse de manière adéquate pour la société de demain? Puis qu'est-ce qu'on fait également avec les employés actuels en place qui ne sont pas proches de la retraite du tout, qui doivent également avoir une certaine polyvalence. Et je te laisse parler, Gab, parce que comme je dis, on préfère un épisode de près 24 heures et demie là-dessus parce que ça me fascine. Là, mais c'est ça, il y a beaucoup de problèmes. Puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans la politique, alors que moi, je vois ça dans 2 ans, on a une réalité qui est complètement différente de ce qu'on parle aujourd'hui. Là. Alors, JP vous a pas annoncé, mais il va être le nouveau éditorialiste de Philosophie Magazine, hein, donc c'est Non, officiel. mais je veux dire absolument. Mais C'est une blague, évidemment, là, mais ça prend des débats de société. Hein. Moi, c'est on ça va que j'ai envie recevoir, de on va dire. recevoir des mises en demeure de Philosophie Magazine, là, qui vont arriver chez moi, là. Donc, j'espère pas. Mais bon, quand même, c'est... euh, non, mais je sais pas quoi rajouter parce que c'est vrai, effectivement, tout ce que tu as mentionné, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que peut-être pour faire un parallèle, effectivement, à ce que tu as dit avec le système canadien, je trouve que c'est une vraie force, tu vois. Par exemple, tu vois, dans ma perspective de Français qui a connu en fait un peu les deux univers, là, donc le système français puis le système canadien, je trouve ça très bien le fait en tout cas de ce que j'ai vu, corrigez-moi si je me trompe là, parce que bon, j'avais pas non plus 12 ans quand je suis arrivé ici, je suis arrivé pour l'université. Euh, je trouve ça très bien le fait que par exemple tu aies tout un sort de programme par exemple pour pouvoir développer tes connaissances au-delà de tes cours par exemple en robotique, mais je pense qu'il y a un savoir que je trouve qui est fondamental et je trouve par exemple qui est mal fait au Canada et
tu peux jurer là, parce que on s'en est déjà parlé en off là, Je plusieurs sais fois. exactement où tu vas avec ça, puis Et je trouve qu'en j'apprécie. maths, vous avez un gros problème. Et je trouve que nous, en maths, malgré que le niveau baisse partout, notamment en France, là, je trouve que c'est un savoir, en fait, moi, que je trouve génial et qui est assez mal enseigné, en fait, dans la plupart des pays, parce que c'est absolument incroyable, en fait, les maths. Bon, alors, j'étais pas non plus un très grand matheux, mes collègues qui m'ont connu en prépa pourront en témoigner, parce que c'était assez catastrophique. Euh, c'est un savoir qui est quand même. C'est un bloc de polyvalence. Ça paraît pas comment C'est est-ce que vrai. c'est montré ou comment est-ce que c'est présenté, mais une fois que tu comprends les maths, tu peux faire à peu près 75% de la base ou comprendre 75% de n'importe quelle forme d'industrie dans laquelle tu vas travailler, là. C'est le fondement Ouais. de tellement de choses pertinentes, surtout dans le monde de l'IA, là. T'as pas de maths, là, tu peux pas commencer à penser à faire des gros développements dans du coding ou dans n'importe quoi, là. Il y a quand même un fondement là-dedans qui est assez évident. C'est vrai que je pense que c'est mal présenté. Tu penses que les maths, ça va te servir à bien jouer aux échecs. Après ça, quand tu arrives autour de 10 ans, mais je veux dire, au final, il y a beaucoup plus d'utilité que ça, là. C'est pas seulement de faire tes tables. Puis je pense que c'est peut-être là où la contextualisation est pas bien C'est faite, vrai. malheureusement. Non, et puis c'est vrai. Et puis tu vois, c'est utile dans plein de trucs. Enfin, je le vois. Moi j'ai vraiment le souvenir. Je raconte cette anecdote-là parce que bon, ça me rappelle ça. Mais un de mes premiers cours, par exemple, j'ai fait à l'université ici. J'avais mes collègues, en tout cas québécois, là, qui étaient incapables de me faire une intégrale de x, quoi. Donc moi j'étais ah ouais, c'est chaud quand même parce que c'est hyper utile parce qu'une intégrale de x, bon pour ceux qui ont plus de 16 ans et qui écoutent le podcast, ça permet juste de calculer l'air en dessous d'une courbe, tu vois. Et c'est très utile parce que ça te permet par exemple quand tu fais un dessin par exemple ou avec un graphique, bah, de calculer par exemple une densité, ce genre de truc. Et alors bon, oui, tu vas me dire aujourd'hui, tu as des logiciels qui te permettent de faire ça, mais quand même le principe effectivement d'appliquer une formule, etc., puis de comprendre à quoi ça sert, bah tu sais, c'est utile. Et l'apprentissage, moi j'en ai gardé un très bon souvenir. D'ailleurs, bon là par contre, tu vois, mes anciens collègues de prépa pourront dire que ça, j'étais pas mauvais là-dedans, c'était en programmation. Parce qu'en programmation, je trouvais ça rigolo, tu avais toute la notion, tu sais, de la création de boucles, etc., la création de code qui, au-delà de la syntaxe, en fait, c'est de comprendre un raisonnement que bah, tu crées des conditions et tu crées en fait des boucles qui te permettent de lancer du code et de programmer des mini-algorithmes. Alors évidemment, bon, pour ceux qui m'écoutent, qui ont fait le lycée en France, c'était plus pour faire effectivement des jeux sur calculatrice que... Je sais pas si vous aviez ça, vos JP, là, avec la calculatrice graphique. Là, moi, j'ai le souvenir de ça. Là, on se partageait avec le câble entre les calculatrices, on pouvait se partager les codes, etc. Là, donc, C'est triste puis parce que t'as maintenant, même... c'est un peu tout le temps des porte-livres, des calculatrices scientifiques pour la majorité des personnes qui sont sorties du système Oui! d'éducation, hein. C'est malheureux, mais c'est un porte-truc pour bibliothèque, hein. Non, on mettait dans le code, on pouvait mettre les formules. Bon, je mettais toutes les formules de maths pour le bac dans le programme de la calculatrice, là. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont connu cette période-là, là, c'était la belle époque. Je pense que c'est plus le cas maintenant. T'es bloqué. Enfin, t'as un mode examen là qui permet pas de pouvoir visualiser les formules, là, donc tout bat de toi-même. Mais euh, je trouve ça important, d'affûter ces réflexes-là. Puis j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas maintenant à l'école. Puis je le vois avec mes petits frères et sœurs, ils commencent à développer, même à faire des petits scripts Python, ce genre de trucs. Je trouve que c'est une excellente base en fait, et c'est des bons apprentissages à rajouter en fait, toutes les connaissances autour de l'intelligence artificielle. C'est sûr que ça va être très pertinent parce que tu vas devoir vivre avec ça. Puis pour rajouter sur ton deuxième point, parce que je trouvais ça très intéressant aussi comme sujet, mais tout ce qui est la formation, bah, je pense que la formation, tu le sais, en entreprise, c'est un gros défi, hein, parce que aujourd'hui, tu as non seulement le défi bah, d'avoir des employés, de les garder, etc., mais tu as aussi l'objectif bah, de les améliorer dans leurs compétences. Et je pense que les accompagner sur des connaissances liées à l'intelligence artificielle ou même par exemple au code de manière très simple, hein, ou des petits enseignements, bah, c'est toujours pertinent. Puis ça permet évidemment de s'adapter effectivement aux nouvelles réalités. Enfin, je le vois, moi, en tout cas chez mes collègues, on a même eu des micro-formations sur ChatGPT, par exemple, comment générer, par exemple, des visualisations, des trucs comme ça avec l'AI. Et ben, c'est génial parce que ça va te permettre de pouvoir approprier ces nouveaux outils-là, par exemple, pour des rapports clients, pour tout un sorte de choses. Donc,
Pour ça, je trouve ça formidable. Puis tu vois, moi, la boîte pour laquelle je travaille a signé, pareil, un contrat avec ChatGPT, là, donc Microsoft. On va pouvoir avoir accès en fait à la version, je crois, Pro Plus. Je sais pas c'est quoi le nom là. Donc en gros, en illimité, tu vas pouvoir faire plein de requêtes, etc. Et ça prouve qu'il y a là un vrai intérêt de la part des entreprises à pouvoir gagner du temps, gagner de l'efficacité là où t'es pas, où c'est du temps perdu. Là, je te donne des exemples, là, des fois des rédactions de blocs de paragraphes, par exemple, de descriptions, de trucs très théoriques. Ça, peut-être que ce sera plus efficace, effectivement, avec un truc d'intelligence artificielle. Et puis, ça permet de gagner du temps, puis tout le monde est content, le client est content, la compagnie qui t'emploie est contente parce qu'elle gagne du temps et qu'elle permet de faire ça plus efficacement. Puis toi, en tant qu'employé, ça te permet aussi d'avoir du temps pour faire d'autres trucs, donc peut-être plus pertinents. Donc, tout le monde est gagnant, je pense, dans cette histoire-là, mais la question, c'est ça, c'est de savoir comment tu vas être formé et comment ton emploi, en fait, évidemment, est adapté à ça. Donc, c'est sûr qu'on a gardé un visionnement, on va dire, très employé de bureau, vous nous pardonnerez, là, parce que c'est sûr que si vous êtes, je sais pas, par exemple, euh, agriculteur, par exemple, et vous nous écoutez, c'est sûr que ça, cette réalité, évidemment, de l'intelligence artificielle pour ramasser des patates, tu sais, ça va pas changer grand-chose, là. Et puis, avec tout le respect que j'ai parce que moi, je viens d'une région très agricole, là, donc, avec tout le respect que ça va pas être changé, effectivement, par cette industrie-là, effectivement, par l'arrivée de technologies comme ChatGPT, mais comme toutes sortes de formes d'intelligence artificielle, là. Exact. Je pense que ça conclut bien. Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va en parler. Moi, comme je dis, ça me fascine et ça me passionne, mais je pense que c'est aussi une bonne manière pour vous de juste vous lire là-dessus, comme on disait, puis de porter attention à ça, parce que je pense que ça doit devenir un sujet qui est beaucoup plus d'actualité sur bien des tribunes, dont la tribune politique, qui, qu'on le veuille ou non, a un impact assez drastique sur la capacité de la société, que ce soit le monde social que le monde corpo, là, de pouvoir faire des ajustements qui sont requis assez rapidement, parce qu'on sait que le time frame de ça, c'est pas 50 ans. On va être encore bien en vie et il va y avoir des conséquences assez directes sur nos emplois. Encore une fois, on parle de quelques années, là. Donc, assez intéressant de voir ça et de l'application que ça va avoir dans la vie de tous les jours. Mais sujet très intéressant à poursuivre dans d'autres discussions et dans d'autres segments. Mais entre-temps, amorçons avec le deuxième segment de l'épisode d'aujourd'hui, le Au son de la cloche. Parfait. Donc, je l'ai mentionné en début d'épisode, là, on retourne sur certains IPO. Ça faisait quelques temps, je l'ai dit, là, le contexte des marchés fait en sorte que ce n'est peut-être pas nécessairement intéressant pour des IPO de se lancer. On sait qu'il y en a qui se sont pris des belles dérapes en amorçant avec un prix d'entrée qui finalement était bien en deçà après les premiers trimestres et même la première année, là. Ça n'a pas été très, très pertinent depuis un an assez facilement, là, où il n'y a pas eu. J'ai eu beaucoup de compagnies qui avaient été, bon, et c'est le cas un peu de celles qu'on veut parler aujourd'hui, là, qui avaient eu d'excellents résultats et d'excellente croissance des clients et des utilisateurs dans le temps de la pandémie, et qui là, la pandémie passe un petit peu et soudainement, c'était peut-être pas aussi périn qu'on le pensait, mais ils sont quand même une compagnie privée qui veut devenir publique. Donc, c'est le cas d'Instacart et c'est la compagnie qu'on veut parler. Instacart n'est pas encore publique, reste une compagnie privée, mais continue d'aller de l'avant avec leur démarche pour devenir public. Ça fait près un petit peu plus d'un an, je pense, qu'ils ont commencé à avoir ces discussions-là. Ils commencent et continuent à être sérieux. Par contre, les dernières nouvelles qui ont sorti se veulent un peu moins rassurantes, là. Ils visent un prix d'entrée publique là, entre 26 et 28 par action. Mais le résultat qu'ils ont annoncé, ou du moins les derniers documents qui ont sortis, le montraient qu'ils ont eu une perte quand même assez importante de leur évaluation. Ça reste quand même, je pense, 9,3 milliards là, d'évaluation présentement. Mais ça reste que c'était pas mal en baisse par rapport à ce qu'ils avaient commencé à annoncer lorsque les discussions ont amorcé v'là un an. Bon, la compagnie veut être listée sur Nasdaq, le ticker, et on a parlé en off, le gars aime bien les tickers qui sont concept, c'est Instacart, leur ticker va être CART, CART, donc ça, chapeau, là, vraiment bien fait. Mais ça reste que c'est une compagnie qui était très forte. Donc, Instacart est une compagnie, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, qui fait dans le monde de la livraison à domicile d'épicerie. Ça fonctionnait super bien pendant la pandémie parce que le moins tu avais à aller à l'épicerie, le moins tu avais besoin justement de passer à la javel la majorité de tes aliments, là. Donc ça aide un petit peu de recevoir ça de manière saine directement chez toi. Par contre, c'est une industrie qui, on en avait parlé avec Good Food à l'époque également, qui est un monde des prêts à manger, là. C'est vraiment de l'épicerie, il faut que tu gères qu'est-ce que tu fais avec ton radis, là. Ça, c'est différent un petit peu en termes de concept tout de même, mais ça reste que c'est une industrie qui fonctionnait très bien pendant la pandémie et qui maintenant fonctionne un peu moins bien parce qu'on peut recommencer à aller à l'épicerie du coin et faire nos achats, ou bien
Il y a des concurrents qui sont embarqués puis qui ont mis des bouchées doubles depuis la sortie de la pandémie avec les Amazon de ce monde, avec les Walmart de ce monde qui font des livraisons à domicile qui sont tout à fait efficaces et avec même la majorité des épiceries qui développent par eux-mêmes un système qui n'implique pas à ce moment-là une tierce partie comme Instacart. Donc, le modèle marchait bien pendant la pandémie. Ça a clairement hypé en bon anglais la compagnie. Maintenant, on se retrouve avec une compagnie qui va les publics. Les derniers chiffres qui ont sorti là, parlaient de première moitié d'année de 2023 là, avec des profits pour la première fois de leur histoire. On parle de 242 millions de profits par rapport à une perte de 74 millions là, pour l'année précédente. C'est des chiffres privés, encore une fois, donc je mets des astérix tout de même, là, mais ils mentionnent que c'est une compagnie qui est profitable. Par contre, je reste quand même quelqu'un qui. Il n'y a pas de place au débat là-dedans, là, mais je le mentionne tout de même. Là. Je suis pas quelqu'un qui aime les IPO à la base non plus et qui investit dans les IPO. Là, donc, mon opinion est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que je ne fais pas grand-chose avec ça. Mais ça reste que ce n'est pas le genre de compagnie qui, à mon avis, va changer la tendance récente des IPO de sous-performer une fois que un titre récent est sorti public, un hype, une compagnie qui était hypée, qui était privée, qui est sortie publique dans la dernière année, ça n'a pas super bien été. Je pense pas que c'est une Instacart qui va changer ça. Puis que, oh mon Dieu, finalement, c'est une licorne, ils font une performance absolument incroyable en termes de IPO, je ne le vois pas nécessairement. Donc, c'est un peu là où je me dis, bon, ils ont besoin d'avoir une source de capital là, parce qu'ils vont quand même de l'avant avec ça, mais clairement que s'ils commencent avec 26 ou 28 dollars par action, à moins qu'il y ait vraiment une croissance et une possibilité de changement dans leurs activités ou de développement lié à ce capital-là qu'ils vont développer, qui va être significatif pour les actionnaires, moi, personnellement, je ne le vois pas. Et c'est là où je me dis toujours, tu sais, c'est bien d'avoir farlé pour un IPO. Je comprends qu'à un certain point, il faut que tu ailles de l'avant. Mais ça reste qu'en un an, le contexte a tellement changé et surtout, oui, le contexte de la compagnie, mais le contexte économique et financier n'est pas très bon. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ça, avec un IPO? C'est pas nécessairement super winner pour personne au final, à part le fait que la compagnie se retrouve avec du capital. Mais c'est là où j'ai toujours un doute et moi, je vais peut-être mettre mon chapeau de conspirationniste un petit peu, là, mais j'aime jamais ça quand on a des actionnaires qui sont au privé qui essaient de passer un peu de leverager leur action. Là. C'est sûr qu'eux vont vendre leur bloc privé, c'est toujours bien pour les poches. Là. Ça rend soudainement de la liquidité et oui, ils vont être payés en partie en stock option et tout. Là, oui, je connais le poème, mais ça reste quand même aussi un petit coup comme ça. Est-ce qu'ils savent très bien que leur compagnie oui, il va être public, oui, il va performer, il va être encore plus, avoir beaucoup plus en bon anglais, de scrutiny au niveau de leurs activités dès que tu deviens public. Mais est-ce qu'au moins ils vont faire un coup d'argent avec ce qui s'avère être une compagnie qui n'est peut-être pas pérenne ou du moins qui va rester, mais qui ne va pas nécessairement être une compagnie unique dans l'industrie? C'est peut-être ça qui m'inquiète un peu. Donc, c'était un peu ma vision. J'ai mis un petit peu de place au débat, excusez-moi pour ça, là, mais je sais que Gab doit peut-être également un petit peu plus ajouter sur ce IPO. Ouais, bah, c'est sûr que c'était intéressant quand tu me l'as mentionné parce que on doit rendre à César ce qui appartient à César, c'est toi qui as eu l'idée du sujet. Je me demandais, on va dire, c'est un peu comment allait cette compagnie-là parce que pour être franc avec toi, je n'ai jamais acheté chez eux. Puis je compte pas acheter chez eux pour une raison simple, c'est que c'est quand même hors de prix là, pour faire ton épicerie sur Je pense, d'ailleurs, Instacart. parenthèse, je pense que la majorité des personnes, ils mettent juste Insta puis ils arrêtent sur Instagram lorsqu'ils vont sur Google plutôt qu'aller sur Instacart. Donc, je pense qu'ils perdent quand même de la clientèle avec ça. Mais bon, ça, c'est une petite anecdote. Il faudrait que tu puisses taper le ticker, là, ce serait bien, la carte. Puis, Tu me donnes le choix entre acheter des radis ou voir des photos de radis sur Instagram. Je pense que ma capacité de cuisson et de cuisine va faire en sorte que je pense que j'aime mieux voir des radis sur Instagram que je sais pas d'en trop acheter comment sur tu peux, Instacart. je sais pas trop comment tu peux cuisiner des radis là, Bonne par. question. C'est une bonne question. Je pense que je suis fasciné par les radis ce soir, là, mais bref. Vous comprendrez tout de même que cette compagnie-là est très de niche, à mon avis. Puis je sais pas trop qui est utilisateur de ça en disant plutôt qu'aller sur Amazon, plutôt qu'aller sur Walmart, plutôt qu'aller sur mon livreur local Non, ou d'épicerie, je juste vais aller faire sur tes courses. Instacart. Ou Ou juste c'est faire tes mal. courses. Ou juste faire C'est une tes option qui courses, existe quoi. encore, effectivement. Bah, je sais pas, moi, c'est vraiment une industrie que j'ai du mal personnellement, là, toutes ces histoires de livraison, etc. Alors oui, je comprends l'intérêt, comme tu l'as mentionné, pandémie, alors bah, trêve de parenthèse, mais je sais pas qui mettait du gel hydroalcoolique sur ses légumes, là, pendant la pandémie, là, mais apparemment il y en avait, là, ou de la javel, là, by the way, c'est juste, tu risques juste de tuer plutôt que de J'exagérais, tuer les j'exagérais un bactéries. peu. J'exagérais un peu, mais il y en a, supposément, il y en a qui Ah, je lavaient te les jure. surfaces, effectivement. Ça, Ah, avec ah, du savon, c'était. peut-être, là, ça, c'est peut-être mieux pour la santé, là, mais fascinant, cette période. Non, non, Fascinant. je pense que juste tu risques de te tuer, là, mais c'est plus ça, là, euh, mais en effet, bon, c'était pas mal plus par solution de praticité, et puis pour éviter des contacts, on va dire, avec trop de gens, enfin, je comprends, on va dire, l'intérêt, puis ça a fait, on va dire, son temps durant la pandémie, et
Ce qui est intéressant, c'est que cette compagnie-là essaie vraiment de mettre de l'emphase sur ses revenus, on va dire, hors ex-Covid, donc de ces clients qui ont été obtenus en fait après la pandémie ou en tout cas d'utilisateurs qui ne sont pas liés directement à la pandémie. Alors je ne sais pas trop d'ailleurs comment ils sont capables de l'évaluer parce que comment tu peux savoir si c'est réellement un utilisateur Covid ou non Covid, etc. Est-ce que c'est juste parce qu'il a peur de l'extérieur, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un juste qui est feignant? En fait, C'est ça ça, là. dépend, je pense, du nombre de litres de purée dans ta commande en ligne. Parce Voilà, que ça là. Bon, définit quand est-ce que tu as acheté. mais enfin, je trouve ça assez particulier. Comment tu peux réellement l'évaluer? Enfin, je trouve ça assez saugrenu. Mais bon, tu vois quand même que la plupart des statistiques en termes de performance, parce que pour revenir là-dessus, je pense que c'est là où c'est intéressant. Bah, on voit que les chiffres, oui, ils ont eu une croissance exponentielle évidemment depuis 2020, mais on voit bien que cette croissance-là, elle commence progressivement en fait à ralentir, hein, puisque tu sais, ça devient plus compliqué, non seulement d'acheter des nouveaux consommateurs, puis de les conserver, hein, parce que c'est vrai que les frais de livraison ont beaucoup augmenté, non raison en raison surtout d'augmentation des coûts, on va dire, du transport avec évidemment le prix de l'essence qu'on connaît aujourd'hui. Là, donc ça coûte plus cher à faire livrer les articles. Il y a aussi l'inflation aussi qui a joué là-dessus, puis qui érode, qui a tendance à éroder les marges des entreprises. Là, donc c'est quelque chose qui est à considérer. Puis tu vois, si on retourne en termes de statistiques, et là je reprenais le rapport qui s'appelle le S1, là, donc qui est le document qui est donné aux potentiels futurs actionnaires là, sur la transaction. Là. Donc c'est un peu comme comme vous le savez, là, les 10K, là, donc, qui sont les rapports annuels, mais ça c'est avant une transaction. Donc ça c'est le premier truc que tu fais, comment dire, avant de t'introduire en bourse. Donc si on vient d'apprendre quelque chose aux auditeurs, j'en serais ravi. Donc les formes S1, ceux qui sont déposés en tout cas sur le site de la Securities and Exchange Commission, les gendarmes de la bourse américaine. Bah, ce dernier-là, ça te permet en fait de te donner déjà un peu un état d'idée de c'est quoi la compagnie, etc. Et tu vois, alors eux, ils mesurent leurs revenus effectivement de manière un peu particulière parce que vous le savez, ce qui est reporté dans les états financiers de la compagnie, c'est uniquement les revenus de commission en fait qu'ils touchent. Euh, Par contre, effectivement, ce qui compte en fait réellement comme métrique importante évidemment sur genre de compagnie, bah, c'est le total des transactions qui ont été effectuées. On appelle ça le GTV ou Gross Transaction Value. Donc ça, c'est le total des transactions qui ont été effectuées. Et ben ces dernières en fait ont augmenté en fait pour te donner un état d'idée, c'était 20 milliards de dollars comment dire en 2020 contre 28 milliards en fait en 2022. Donc sur l'année fiscale et calendrier de cette année-là. Donc ça représente quand même une croissance intéressante par rapport à 2019 où c'était seulement que de 5 milliards. Donc ça a comme quadruplé là, donc très impressionnant. Pour la première année, ça représentait, en fait, pour te dire, une croissance de 303%, alors qu'en 2022, la croissance n'était plus que de 16%. Et c'est là où tu vois qu'effectivement, gérer une croissance de manière exponentielle, c'est assez compliqué, parce que là, rendu là, c'est quoi tes prochains objectifs? Ben, c'est soit de conserver tes clients, faire en sorte qu'ils consomment plus, soit c'est d'en acquérir de nouveaux. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. En termes de commandes, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le nombre de commandes, par contre, a augmenté. Il a augmenté plus que le nombre de transactions, il a augmenté de 18%, passant de 223 millions de commandes à 262 millions de commandes. Donc ça veut dire qu'en gros, le total, la valeur moyenne de chacune des transactions a baissé. Et en fait, c'est assez significatif parce que depuis la pandémie, la panier moyen en fait passé à travers l'application, il est passé de plus 120 dollars, à peu près 121 dollars par transaction sur l'année 2020 à 110. Donc, ça veut dire que les gens, en fait, consomment peut-être pour faire des plus petites transactions, ou soit il y a une dispersion, en fait, au niveau des données qui fait que bah, tu as certaines personnes, effectivement, qui commandent pour des toutes petites commandes. Là. Donc, je sais pas, ils font juste peut-être un refill, je sais pas, il te manque du lait, par exemple, je sais pas, des œufs, etc. Bah, tu t'en commandes directement par l'application au lieu de te bouger les fesses et descendre, comment dire, à 5 minutes de chez toi. Soit, comment dire, des gens qui sont peut-être probablement très pressés et n'ont pas le temps de faire les courses, donc qui préfèrent commander tout sur le téléphone. Ça arrive le soir à la maison et effectivement, ça arrive comme ça. Un autre tendance qui, je pense, est intéressante aussi, c'est l'augmentation, en fait, on va dire, au niveau
tout ce qui est des abonnements, en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus maintenant sur les applications de livraison, une autre méthode que les applications ont utilisée pour nous faire consommer plus, effectivement, d'argent, en fait, nous faire dépenser de plus, eh ben, c'est les revenus récurrents, en fait. Vous le savez maintenant, le modèle de l'abonnement payant, là, ou des abonnements à quelques dollars par mois, mais qu'au final, qui se finissent par te coûter une fortune tous les mois, c'est aussi intégré effectivement aux pratiques des applications de livraison, notamment Uber Eats, je crois qu'ils ont un abonnement maintenant, DoorDash, je sais qu'ils en ont un, euh, peut-être pour Skip the Dishes, là, qui est un autre truc canadien là, qu'on utilise pas mal ici. Deliveroo, je sais que c'est le cas, etc. Donc, enfin bref, la plupart de ces applications-là ont toutes fait un système d'abonnement parce que pour une raison simple, bah, ça rapporte des sous récurrents, si tu veux. Et ça, c'est intéressant parce que pour les actionnaires, ça amène, on va dire, un peu plus de stabilité, on va dire, au niveau des revenus, au niveau des cash flows. Et ça, c'est vrai que c'est souvent bien vu par les investisseurs versus quelque chose qui est assez imprédictible, qui est lié en fait à la consommation en fait sur le site. Tu paries aussi à ce que beaucoup de gens en fait achètent l'abonnement, mais oublient de l'annuler parce que c'est souvent ça qui arrive. C'est que tu as des abonnements, tu les laisses tourner tout le temps. Enfin, je le vois moi avec mes abonnements. Des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu as payé, quoi. Tu te poses la question. Et c'est vrai que c'est une source évidemment de revenus qui est intéressante. Malheureusement, l'ignorance des gens est une bonne façon de faire des sous là, donc c'est quand même quelque chose qui est à noter, mais faut quand même considérer quand même que cette compagnie-là, en fait, en termes total, en fait, bah, pour le moment, on fait pas d'argent, hein. Et puis surtout s'ils vont à la bourse, le but, effectivement, je dis, ils font pas d'argent en termes de profit. Oui, ils font du revenu, effectivement, ils font des commissions nettes probablement, mais le coût, en fait, pour aller chercher des consommateurs est extrêmement élevé, hein, parce que en termes de dépenses, pour te dire, les dépenses d'acquisition de consommateurs, puis tout ce qui est les promotions, etc. Tu sais, le premier 10 dollars souvent qui t'est offert sur ta première commande, etc. Ou 10 euros pour ceux qui nous écoutent outre-Atlantique, bah, tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, il est exponentiel, il est énorme, puisqu'en fait, toutes les dépenses marketing, notamment les pubs et aussi tout ce qui est les promotions, ça représentait 625 millions de dollars en fait de montant sur le pourcentage en fait total des transactions qui ont été faites, c'est 2,2%. Donc je te parle même pas en fait, c'est ça sur les revenus, parce que sur les revenus évidemment, les revenus c'est que la commission qui est le fameux le service fee là, donc qui est souvent quand tu passes ta commande, tu sais, souvent c'est même maintenant divisé en deux. Là, tu as le frais de transaction, donc la portion qui est donnée au livreur, puis la portion qui est là pour la gestion de la plateforme. Et ben, ça représente un montant évidemment considérable, hein, et ça coûte effectivement très cher. C'est pour ça que justement beaucoup de ces compagnies ont la difficulté à rester en vie. Je vous invite à écouter la vidéo, je crois que c'est Modern NBA qu'on avait fait une justement sur les applications de livraison. Et je trouve qu'il résume effectivement extrêmement bien euh, que cette industrie-là, bah, oui, il y a eu le Covid, mais maintenant, what else, quoi. C'est un peu ça, George Clooney, là, pour la référence, là. Donc, je sais pas ce que t'en penses, JP, là. Peut-être que t'as peut-être d'autres éléments à couvrir, là. Non, mais je pense que tu as ajouté beaucoup de valeur là, avec l'analyse justement des documents qui sont sortis. Là. Puis, comme on l'a dit, cette industrie-là, je pense que les deux, on n'est pas nécessairement des personnes qui y croient forcément. Moi, je pense aussi, sans rien enlever à Instacart, qu'une fois que les gros joueurs s'y intéressent, une fois qu'Amazon y est, une fois que Walmart y est, les deux, ils ont beaucoup plus les reins solides pour pouvoir se développer et pour prendre des parts de marché. C'est pas là nécessairement, j'ai vraiment un intérêt pour une compagnie qui devient publique, qui doit se concurrencer avec ces deux joueurs-là dans n'importe quelle industrie. On sait qu'Amazon est le pro d'être capable d'aller manger n'importe quel autre compétiteur. Je pense pas que c'est une compagnie qui devient publique soudainement qui peut réellement aller chercher des parts de marché. Donc c'est là où moi je vois vraiment, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur première année, à la limite après l'IPO, mais c'est quoi les opportunités de croissance réellement? C'est quoi la capacité pour cette industrie-là de se différencier d'Amazon puis de Walmart? Personnellement, moi, je le vois pas. Fait que c'est là où je pense que c'est intéressant. C'est bien de voir ça en termes de cas d'école de IPO dans le contexte actuel de l'économie et des marchés financiers. Je pense que c'est pertinent. Il y en a plusieurs qui ont été reportés, il y en a plusieurs qui ne sont pas encore faits par rapport à la folie qu'on avait durant la pandémie où on avait littéralement presque un à chaque semaine là, de compagnies imposantes et importantes. Donc, je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va performer plus globalement. Mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure compagnie pour, comme je le mentionnais, devenir une licorne puis réellement faire une croissance fulgurante une fois que l'IPO a eu lieu. Là. Donc, je sais pas, Gab, ça a un autre point à vouloir ajouter avant qu'on rentre l'antenne.
Non, bah, je sais pas, mais je n'avais pas calculé malheureusement la valeur implicite de la transaction, là, parce que je pense que ça se compte quand même en milliards là, en termes de chiffres. Là, mais je sais il lève un montant qui est à peu près de 800 millions, là, si je me trompe pas au niveau des calculs, là, donc qui correspond à un certain montant de pourcentage en fait, des actions diluées, fois le 27 $ par action, là, qui est le prix de levée de la transaction. Là, donc je pense qu'avec ça, ça va nous permettre de déterminer en fait c'est quoi la valeur implicite, si tu veux, de la compagnie. Mais à mon avis, alors d'ailleurs, je te disais qu'ils faisaient des pertes, oui. Alors, ils ont accumulé effectivement des pertes en 2020-2021. Ils ont généré en fait des revenus, donc un EBITDA positif en fait, par contre, en 2022. Mais j'ai l'impression que ce profil-là, il vient, on va dire, aussi de gains au niveau Mhm. de gains un peu exceptionnels, etc. Donc, Ça je sort sais pas bien, vrai. hein, ça sort bien avant de faire un IPO, hein. C'est ça Ça aussi qu'il sent faut dire. bien, C'est voilà. pour ça que j'ai mis des astérisques quand j'en parlais de ce profil-là qu'ils ont annoncé tout récemment pour la première partie de 2023. Ça reste encore une fois à voir. C'est légal, c'est correct parce que c'est analysé, mais ça reste que c'est sûr qu'il y a peut-être des petits jeux, tu sais, des petits Et oublions pas que c'est pas bénéfices qui sont audité, faits par-ci hein. par-là. Au passant, n'oublions pas qu'effectivement, souvent les états financiers trimestriels sont pas audités, hein. Donc ça c'est quand même un point qui est important là. Donc les gens souvent ne savent pas là. Donc c'est pas non plus vérifié. Par contre, le formulaire est sain. Donc toutes les index, par contre, je l'annonce, c'est le cas. Ces documents-là, en tout cas pour l'information financière, elle est auditée, sauf pour les sections qui sont indiquées, qui sont non auditées. Donc souvent c'est toutes les management disclosure and analysis, là, donc souvent les commentaires en fait de la direction pour essayer de vendre leur cam, seuls les pas. Par contre, les états financiers le sont, et parce que évidemment c'est important là, pour s'assurer que l'information qui est indiquée aux actionnaires est adéquate, puis elle est conforme aux pratiques, aux normes comptables internationales, donc notamment là pour le cas avec les principes comptables généralement acceptés des États-Unis, là, donc ou GAAP en anglais. Euh, donc c'est sûr qu'il va falloir regarder effectivement plus en détail avant de te prononcer effectivement sur ce genre de transaction. Est-ce que c'est adéquat à dire, bon, est-ce que déjà c'est dans ta philosophie d'investissement, est-ce que tu es dans du long terme, etc. Parce que là, tu n'as pas le choix d'être dans du long terme parce que cette compagnie-là, c'est tellement. Cette industrie-là a tellement été volatile dans les derniers mois que c'est assez difficile de se prononcer effectivement si c'est un bon coup, etc. Euh, Faudrait que je regarde effectivement tous les multiples de transactions, chose que malheureusement j'étais très feignant, je ne peux pas les regarder là, donc vous m'en excuserez, chers auditeurs, là, mais je sors de semaine d'examen, donc là vous ne me voyez pas là, mais moi je suis tout bronzé là, j'ai sorti de ma grotte pour la première fois depuis quelques semaines là, donc non, ça a été plus farniente ce week-end là, donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va Ouais, donner. Là. compagnie Je intéressante mettrai pas à mes sous suivre. là-dedans, Ben c'est ça. je Compagnie te intéressante l'annonce. à suivre effectivement pour voir un peu en mode cas d'étude là, justement de IPO en 2023, mais on ne risque peut-être pas d'en reparler. Tout de même, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la compagnie. On a mis quand même un bon spotlight pour cette compagnie-là. Donc, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde pour votre écoute. Merci Gab pour ta participation. Un grand plaisir. Et comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les partages et les commentaires publics. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, allez mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour avoir les notifications. Je le mentionnais, ils ont le commentaire si vous avez des opinions, des avis, des partages, des sujets que vous voulez faire de manière publique. Si vous voulez faire de manière privée, n'hésitez pas à prendre l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description. Et sinon, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc, encore une fois, là, si vous avez apprécié le contenu, mettez des likes, des étoiles, abonnez-vous également et mettez des notifications pour être bien au fait là, de quand est-ce que l'on publie. Et on se dit tout le monde à la semaine prochaine. Salut tout le monde.